Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Fabien. Alors Fabien est un expert SEO et aujourd'hui il va nous donner les conseils pour réussir en 2021 au niveau du SEO, que ce soit dans des univers plutôt simples ou des univers concurrentiels. Alors déjà, on va rentrer sur quelque chose de simple, les critères SEO, est-ce que ça a évolué d'après toi depuis les derniers mois? Salut Fred, merci de m'accueillir dans ton podcast. On va dire, je vais répéter un truc que vous savez peut-être déjà, mais il y a peut-être des centaines de critères de référencement, mais on peut généralement classer les critères en trois groupes. Le contenu, si vous n'avez pas de contenu, vous pourrez pas, Google ne vous sélectionnera pas comme meilleure réponse puisque vous ne proposez pas de réponse. Pour que Google arrive, il faut qu'il soit capable de comprendre ce qu'il y a sur votre site. Si votre site est constitué que d'images et pas de texte, de flash et autres, ça va être compliqué. Donc le contenu, la technique, au sens large. Et un troisième critère est celui de la notoriété. Notoriété qui est mesurée essentiellement en termes de liens qui pointent vers votre site. C'est-à-dire que vous pourrez ne pas avoir nécessairement beaucoup de contenu, voire même une page vide, avoir un flash illisible, mais des milliers de liens qui pointent vers chez vous depuis des sites de qualité. Imaginons que TF1, Le Monde, le Wall Street Journal fassent des liens vers chez vous. Google va se dire, bon, j'arrive pas à comprendre de quoi ça parle, j'essaie d'analyser le contenu, j'essaie de qualifier ce contenu par rapport à ce que je trouve sur les sites de Le Monde, TF1, etc. Et donc, je vais mettre en avant ce site-là, même si j'ai pas très bien compris ce qu'il y a dessus. Ouais, d'ailleurs, pour toi, une de tes spécialités, c'est Google Actualité, Google News. Tu arrives facilement à faire ranker des sites, même le mien d'ailleurs. Tu as travaillé pendant quelques heures et bim, je me suis retrouvé sur Google News qui m'a permis d'avoir une crédibilité supplémentaire. Alors, donc oui et non. On va dire, il faut comprendre un truc, c'est que Google, même si on a l'impression, je parle de Google, mais ça peut être aussi appliqué à d'autres moteurs de recherche, même si Google reste quand même le numéro 1. Google, en fait, donne l'impression d'être un seul et unique moteur. Il se trouve que c'est pas tout à fait le cas, parce que Google va aller chercher des actualités avec Google News, il va proposer d'autres types de réponses avec YouTube, qui est un moteur vidéo. Si jamais on cherche une pizzeria, on va passer par Google Maps, etc., etc. Et au final, donc depuis plusieurs années, on a ce qu'on appelle la recherche, je crois que c'est la recherche unifiée, je sais plus quel est le terme exact, mais universelle, pardon, voilà, les résultats de recherche universelle. Tous ces résultats sont présentés au sein d'une même interface, de façon à peu près homogène. Voilà. Pour autant, si par exemple on cherche une actualité, je sais pas moi, un film, une histoire, quelles sont les actualités de tel film qui est sorti avant-hier ou qui sort la semaine prochaine. On va dire ces résultats, il va y avoir davantage de résultats dans Google Actualité. Maintenant, ces résultats vont disparaître assez vite parce qu'une nouvelle actualité va arriver et les news sur Spider-Man 3, qui étaient très intéressantes il y a 10 jours, ne le sont plus aujourd'hui. Donc en fait, on a plusieurs moteurs de recherche, entre guillemets, de Google qui vont se compléter, puis tout ça va être présenté d'une façon homogène. Donc ça, c'est, je dirais, de façon globale, différentes typologies. Mais en plus de ça, maintenant, Google va un peu plus loin en traitant de façon différenciée les contenus chauds, les contenus froids, les requêtes transactionnelles, donc je cherche à acheter un truc, les recherches informationnelles, je cherche une info, etc. Donc maintenant, il essaye de plus en plus de comprendre en fait la démarche de l'internaute, et par rapport à ça, non seulement de proposer de meilleurs résultats, mais surtout de traiter les données différemment, de manière à mettre en avant de façon plus pertinente les bons éléments. C'est-à-dire que typiquement, si j'ai un restaurant qui s'appelle La Meilleure Pizza, okay, et que moi je tape, je cherche quelle est la meilleure pizza en France, Google est intelligent et comprend qu'en fait, il faut pas qu'il aille taper dans Google Maps et qu'il me sorte, voilà, l'adresse du restaurant La Meilleure Pizza, c'est ça. Il comprend que c'est pas ça. Et qu'il faut plutôt envoyer des résultats de type, voilà, la pizza margarita, la pizza reine, la pizza ceci, etc. Ouais, donc en fait, comme on le disait, il a plusieurs moteurs, plusieurs algos, en fait, qui, selon le type de demande, entre comment faire la meilleure pizza et trouver le restaurant la meilleure pizza, il va t'afficher donc de manière différente. Voilà, donc il devient de plus en plus
intelligents ou de moins en moins bêtes, ça dépend comment on voit la chose. Mais effectivement, il y a un changement. Il y a un changement important. Et donc ça fait partie des choses qui étaient déjà en cours depuis un certain temps, qui sont de plus en plus, on va dire, significatives et qu'on a de plus en plus de facilité à voir. Et ça implique en fait qu'on doit maintenant changer sa façon de faire. Auparavant, donc il y avait, donc si on reprend les trois critères, en gros le critère technique, donc de lisibilité, le critère de contenu et le critère d'autorité, donc lien, donc technique, contenu, lien. Avant, on pouvait constater que finalement les liens primaient sur le reste de façon assez forte. Donc si on avait un contenu qui était peut-être un peu bof, une technique qui était pas terrible, mais des liens de fou, on arrivait à passer devant les concurrents. Donc c'était jusqu'à il y a quelques années, c'était ça. Maintenant, les choses sont en train de changer de façon générale. Il y a toujours plein de contre-exemples, mais de façon générale, les choses sont en train de changer. Et donc, si on a un contenu au sens large qui est qualitatif, et que Google est capable de l'identifier comme étant qualitatif. Oui, les gens restent longtemps dessus sur la page. Il y a plein de critères. Il y a le plein taux de de rebond, etc., etc. Alors, il y a ça, mais il y en a d'autres, en fait, sémantiques, dont on a parlé, puis qu'on va peut-être aborder ensemble. Mais ces nouveaux critères font que finalement, le poids des liens baisse. En tout cas, c'est moins prépondérant. On a besoin d'autre chose que des liens. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que Google est capable maintenant de mieux qualifier les contenus à leur juste valeur et pas à leur notoriété vraie ou fausse ou mal évaluée, quoi. Parce que on peut avoir quelqu'un qui est expert dans son domaine, qui fait des articles absolument magnifiques, très très intéressants avec beaucoup de valeur, mais qui pour une quelconque raison n'a pas beaucoup de liens ou des liens qui sont pas bons. Ouais, ou parce qu'il ne donne pas de la visibilité. Peut-être que là, c'est pas utilisé les réseaux sociaux, il n'a pas acheté de liens, il n'a pas fait de guest posting. Tout à fait. Il ne fait pas de tribune, mais ses articles sont bons sur la thématique. Voilà. Et du coup, en fait, il est quelque part défavorisé parce que il n'essaye pas de gruger Google comme les voisins. Voilà. Il ne fait pas d'action spécifique. Alors, ça, in fine, j'ai envie de dire, chacun sa vie, quoi. Mais le souci, au final, c'est que l'internaute, lui, il est défavorisé puisqu'il n'a pas accès à ces contenus qualitatifs qui sont relayés derrière d'autres de moins bonne qualité. Donc c'est mauvais. On va dire Google est mauvais là-dessus. Google est en train de devenir meilleur. Et donc par rapport à ça, il y a pas mal d'évolutions qui sont très perceptibles aujourd'hui. Alors il y a des trucs, il y a des choses qui ont été, qui datent même des semaines passées. Hein. Donc il y a eu une grosse update en mai. Il y a eu un passage à l'index mobile définitif il y a 2 semaines. D'ailleurs, moi j'ai fait vraiment attention à ça parce que j'avais un vieux thème, d'ailleurs on a changé ensemble mon thème, et j'avais un thème qui n'était pas très compatible mobile, AMP et compagnie, et tout de suite ça a un petit peu eu des effets, c'est pour ça qu'on s'est vu aujourd'hui pour faire une migration au thème. Tout à fait, alors aujourd'hui je pense que la majorité des thèmes qui sont utilisés sont des thèmes dits responsifs, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter, alors responsive étant pas forcément le bon terme, c'est plutôt adaptatif le vrai terme, mais bon. Des thèmes uniques qui vont se présenter différemment en version fixe et mobile, souvent c'est ça. Si c'est le cas, ça devrait poser assez peu de problèmes. Si jamais on a 2 thèmes différenciés fixe mobile, voire même un plugin pour afficher des pages AMP, donc des pages avec un autre format optimisé pour la rapidité, il y a des impacts. Pourquoi ? Parce que jusqu'à il y a 2-3 semaines, enfin on va dire plusieurs mois, mais depuis 2-3 semaines c'est définitif, avant on avait une priorisation des contenus comme étant ceux analysés et mis en avant sur Google, donc qui était la suivante. Donc Google a regardé la version desktop, ok, et quelque part il allait prioriser ces résultats-là, et puis il allait regarder la version mobile si elle est différente, et ensuite il allait regarder la version MP si elle était différente. Et donc en gros, si jamais il y avait un arbitrage à faire entre 3 contenus différents, il prenait la version desktop, et puis éventuellement ensuite la version mobile, la version MP. Donc c'était ça l'ordre. Le passage qu'on appelle au mobile first, donc priorisation des résultats mobiles, inversait l'ordre en disant finalement la version mobile prime sur ce qu'on va présenter, puis après on va regarder la version desktop, et la version MP continue à rester le parent pauvre. Là depuis 10 jours, moi j'ai certains sites avec des configurations très particulières, je me suis rendu compte que sur ces sites, on avait la liste de priorités suivantes, AMP, mobile, desktop. Alors bon, dans un monde idéal, on dit ça change rien, sauf que malheureusement, comme ce sont 3 thèmes, enfin ce sont 3 templates en fait que j'ai fait à la main, et avec quelques lacunes sur certains volets, je me suis pris des taquets mais monumentaux de l'ordre de
moins 20 000 visiteurs par jour sur un site. Voilà. Donc, quand on prend moins 20 000 par jour sur un seul site, ça fait très très mal. Voilà. Donc, du coup, bah. Donc, la conséquence, c'est vraiment vérifier sa compatibilité mobile. Il y a un outil Google Test qui permet de vérifier la compatibilité mobile de son thème, quoi. C'est même plus que la compatibilité mobile. En fait, c'est pas tellement la compatibilité, c'est plutôt le fait que les mêmes informations soient présentes, visibles à l'écran de la même façon, en mobile, desktop, AMP. Ce qui est assez compliqué parce que typiquement, les sidebars, en général, donc, vont sauter quand on est sur une version mobile. Et donc, auparavant, si on utilisait la sidebar pour mettre en avant les meilleurs articles du blog, par exemple, comme la version desktop était priorisée, Google voyait ces meilleurs articles du blog, il voyait qu'en hauteur, c'était plutôt bien positionné, donc il allait les pousser. Dans la version mobile, si jamais on masque cette sidebar où elle passe tout en bas, ouais. Alors, personne n'est capable de répondre précisément à cette question, mais vraisemblablement, Google ne les prend plus en compte ou les prend moins en compte. Donc il y a un impact réel en fait derrière sur la qualification des meilleurs articles et des moins bons articles et de ceux qu'il faut prendre en compte, etc. Donc voilà, il y a des impacts, alors on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a vraiment des impacts forts là-dessus. Et donc en fait, ça me permet de rebondir sur un autre volet dont on discutait offline avant de commencer l'interview, qui est donc comment faire pour réparer le coup, quoi, quelque part. En fait, Google, avant, il y a très longtemps, s'attaquait à une page toute seule, et essayait de la qualifier, et entre guillemets, il s'arrêtait un petit peu là. Il a gardé les liens qui allaient vers cette page, voilà, pour savoir est-ce qu'elle a de la notoriété ou pas, etc. Donc, alors évidemment, tout ça est très simplifié, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais la démarche était la suivante. Depuis quelques mois, enfin depuis quelques années, quelques mois, et ça s'intensifie, Google va faire des analyses complémentaires qui peuvent être faites en parallèle, après, au même moment, peu importe, mais qui vont être de plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, moi j'explique souvent aux gens que si on veut optimiser un article pour le SEO, voilà, il y a plein de façons de faire, mais une façon de faire, c'est de se dire, ben voilà, je regarde quel est le plan de mon article tel qu'il va être vu par Google. Donc il y a la balise title, là où les balises H1, plutôt une seule balise H1, les balises H2, les balises H3 qui sont plus ou moins au même niveau que le gras et les liens. Et donc tout ça, en fait, quand on fait cette espèce de plan d'article, ça permet de voir un peu la tête, le thésaurus en fait de l'article tel que Google le voit. Et même si c'est pas exactement ce qui se passe, moi je dis aux gens, ben voilà, votre plan d'article, de contenu, voilà comment le voit Google. Est-ce que le plan est suffisamment clair pour qu'ils comprennent exactement de quoi ça parle? Ouais, c'est pour ça que de plus en plus, moi comme toi, enfin comme tout le monde, on utilise un plugin de sommaire et ça permet de voir vraiment de manière hyper visuelle comment est l'article, puisqu'en fait il y a les H2, il y a les H3 et on voit tout de suite, bah tiens, les 7 trucs pour tel machin, c'est immédiatement visible. D'ailleurs, tu utilises quoi comme plugin? Alors moi, il y en a plusieurs, hein, mais j'utilise en fait alors je ne sais même pas comment il s'appelle, je crois que c'est Easy Table of Content. Il y en a plusieurs. Hein. Ouais, j'ai utilisé Lucky Table of Content, et puis c'est vrai que quand tu m'as montré celui-là, ouais, on l'a switché immédiatement, puisque moi je préfère, il y a 2-3 options, on va dire, de config. De choisir où il va s'afficher automatiquement, le fait de pouvoir ne pas mettre les 1, 2, 3 devant, qui sont vachement donc il y a pas mal, bon il y en a plusieurs, mais en gros la table des matières, faut bien comprendre un truc, c'est que si on a un article qui est très court, sans sous-titres, ça sert à rien. Ouais. Maintenant si on a un article qui est très long, et les articles sur ton site sont extrêmement longs avec beaucoup de points, ça permet de s'y retrouver, et imaginons que la réponse à la question qu'on se pose se trouve dans le paragraphe 42, et des fois ça arrive sur ton site en fait, faut être très très courageux pour scroller jusqu'au paragraphe 42. Bon, donc si on a la table des matières, on peut y aller plus vite, donc il y a un côté UX qui est très intéressant. Après, c'est pas là-dessus que va se baser directement Google, mais on va dire c'est la même logique que va adopter Google. Il faut bien comprendre un truc, moi j'explique aux gens que si jamais ils veulent, entre guillemets, avoir de bons résultats sur Google, mais ne pas apprendre tous les aspects techniques qui sont complexes, ça n'arrête pas de changer tout ça, il y a une façon très simple de procéder, c'est que l'objectif de Google, le premier objectif de Google, c'est de gagner de l'argent, déjà, comme n'importe quelle boîte, et donc en fait, pour s'assurer qu'il gagne de l'argent, il faut que les résultats qu'il propose soient pertinents. Si jamais Google me sort que des résultats dégueulasses en page 1, au bout d'un moment, je vais partir vers un autre concurrent.
Donc voilà, donc leur problématique n'est pas une problématique de qualité parce que c'est des gens hyper éthiques, parce que si jamais ils ne proposent pas de qualité, on ne viendra pas utiliser leurs produits, et donc, ils ne gagnent plus d'argent. Bon. Donc la problématique numéro 1, c'est celle-là. La problématique numéro 2, c'est de se dire, ok, les sites sont très très variés dans leur formatage, leur contenu, la mise en forme, etc., etc. Et donc, il faut que les robots Google arrivent à peu près à comprendre de quoi ça parle, un peu comme si on avait de vrais humains qui allaient regarder des contenus. Donc, si jamais, comme Google en fait essaye quelque part de singer l'humain dans sa compréhension des articles et des contenus, à tous les niveaux, hein, il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens-là, si jamais on fait quelque chose d'intelligent et de très réfléchi pour l'utilisateur final, et qu'on ne fait pas de très grosses erreurs d'accessibilité, parce que si jamais on rend le site masqué, par exemple à Google, même si on a fait un truc magique, si on l'empêche de rentrer sur le site, on s'est loupé. Mais si on ne fait pas d'erreurs techniques graves, et qu'on réfléchit de façon très intense à comment satisfaire l'internaute, en termes de contenu, en termes d'ergonomie et de tout ce qui va avec, on peut pas se louper, quoi. L'exemple type, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure, c'était celui qui était lié au maillage. D'accord ? Donc j'expliquais tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'interview, que la fameuse sidebar là, avec les articles, les meilleurs articles de la semaine ou du mois, etc., elle allait peut-être avoir moins de poids qu'avant. Voilà, c'est juste un exemple. Il y a un truc en fait qu'on appelle le crawl budget entre guillemets. C'est-à-dire que Google en fait a plein de machines, des milliers, peut-être même davantage, des centaines de milliers, des millions, je ne sais pas. Donc a plein de machines en fait dans ces data centers qui vont partir aux quatre coins du web, analyser les pages de plein de sites. Maintenant, il y a beaucoup de pages qui sont créées, y compris des pages créées de façon automatique, pas forcément d'ailleurs volontairement, ça peut être des erreurs, hein, mais on peut très bien créer on crée un site WordPress et puis on se loupe. Par exemple, ne pas mettre la balise mort, et ça peut qu'on voir si on l'a 2-3 fois dans les par exemple, voilà. dans les catégories, ça apparaîtrait 4-5 fois. Et genre par exemple, une erreur type, c'est celle de mettre 18 000 tags en fait qui sont les mots étiquettes. Ouais. Alors, les mots, c'est un mauvais terme en fait parce que c'est plutôt des étiquettes. Imaginons que je mette 18 000 tags qui correspondent à je sais pas moi, ce que je pense être dans ma tête des expressions de recherche qui pourraient mener à l'article. Oui, ou alors tu utilises un outil comme SEMrush et tu sors la liste des 100 mots-clés les plus tapés pour une expression et tu le mettrais dans les tags. Alors, ça c'est une mauvaise idée. Ça c'est une très mauvaise idée. On va dire SEMrush est un excellent outil, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'utiliser. Si jamais je fais ça, en fait je vais créer des pages tags par centaines. D'accord ? Et qui vont toutes mener vers le seul et unique article que j'ai créé. Donc en créant un article et en rajoutant 50 tags, en fait j'ai créé 50 copies virtuelles du même article. Donc ça veut dire que si Google arrive, il va pas avoir une page, il va en avoir 50 et qui en plus ça en même contenu. Donc ça, c'est un exemple très simple de comment je crée des milliers de pages en 30 secondes et sans vraiment m'en rendre compte. Donc ce qui va se passer, c'est que Google, lui, il peut pas passer 3 heures sur le site de Jojo qu'il a lancé avant-hier avec 14 000 pages par erreur parce qu'il a créé des tags dans tous les sens. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bon bah voilà, j'ai des robots, mes robots ne peuvent faire de l'analyse de contenu que 24 heures par jour, parce qu'il n'y a que 24 heures, et j'ai un nombre de robots qui est limité. Donc le site de Jojo, je le connais pas, j'ai l'impression qu'il y a des pages, mais j'ai pas le temps, donc je vais regarder vite fait ce que je trouve tout de suite, par la page d'accueil, voilà, éventuellement un peu plus loin, 2-3 pages, et puis je m'arrêterai au bout de 10 pages, parce que je le connais pas, et pour l'instant, je ne sais même pas s'il vaut la peine que j'aille le voir, d'accord ? C'est un peu comme quand on passe devant un restaurant, il y a personne dans le restaurant, je regarde vite fait le menu, puis je me casse. En fait, je vais pas aller plus loin. Bon. Donc, par contre, si jamais j'ai le site de Le Monde, lemonde.fr, qui lui produit 50 articles par jour, je vais aller les voir, mais même je vais les voir 10 fois les articles, parce qu'au cas où il y aura de nouveaux commentaires, de nouveaux éléments dedans. Donc, le crawl budget, c'est ça, c'est dire que, en fonction d'un certain nombre de critères, Google affecte un temps, un nombre de pages crawlables par site. D'accord ? Et donc, les sites qui ont quelque part monté palle blanche, je vais y aller beaucoup de fois. Et puis ceux que je connais pas, je vais y aller peu de fois. Alors, c'est très caricatural, hein, c'est plus complexe que ça, mais grosso modo, c'est ça. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on montre à Google que des choses intéressantes, voire même en priorité les choses les plus intéressantes. D'accord ? Et qu'on l'aide aussi à comprendre de quoi parle un article, un site, etc. Et donc,
alors ça fait une très longue introduction, mais Google, en fait, on parlait des 3 critères, donc la notoriété, le contenu, la technique. Le contenu, avant, il le traitait page par page. Il y a de ça assez longtemps. Maintenant, il essaye aussi de déterminer la thématique globale. La thématique et, on va dire, la pertinence sur un sujet. Il faut bien comprendre un truc, c'est que quand Google passe d'une page A à une page B à une page C, finalement, le fait qu'il change de nom de domaine en faisant ce processus n'a pas beaucoup d'importance. Pour lui, c'est comme je suis dans une galerie marchande, je passe d'un magasin à l'autre, moi je suis toujours dans la galerie marchande, et moi ma démarche est de trouver un t-shirt. Que je sois dans le magasin A, B ou C, franchement, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi qui cherche un t-shirt. D'accord ? Google, il a la même logique. Il se dit, voilà, je passe d'un site A à un site B à un site C. Le fait de changer de nom de domaine, alors ça pourrait être même un nom de domaine, je sais pas, mcdonalds.fr, mcdonalds.com, hein, ça peut être ce genre de choses. Donc, n'a pas tellement d'importance. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver, si je reprends mon exemple de galerie marchande, il va essayer de trouver, en fait, le meilleur t-shirt, celui qui plaît. Pas les meilleurs t-shirts, il va se dire, bon, je sais que l'internaute cherche un t-shirt, j'ai une galerie marchande avec plein de magasins, je vais essayer en fonction de ce que je vois des cheminements des clients, de regrouper ce que je pense être des magasins de vêtements. C'est exactement ça qu'il va faire. Comme une carte au début du centre commercial. Il va essayer de faire des regroupements. Et voici les magasins d'habillement. Et ces regroupements, s'il se trouve que le regroupement de trois potentiels magasins de vêtements se trouve être dans les Galeries Lafayette, d'accord ? Et bien il se dit, les Galeries Lafayette, il y a un gros pôle vêtements. C'est ce que va faire Google. Et donc, si je reprends l'exemple du site web, si jamais j'ai un article orphelin sur une thématique, mais qui est... rien à voir. Imaginons que je sois sur ton site conseil marketing et qu'il y a un article qui dit comment la meilleure recette pour faire de la soupe à la tomate. Bon, ça sera peut-être une super recette, mais on va dire, si je regarde l'ensemble des articles qui sont à côté, il a un peu rien à faire là, quoi. Je ne peux le rattacher à aucun autre article de façon légitime. Si par contre, je suis sur un article qui me parle de comment avoir de bonnes performances sur LinkedIn, et que je vois qu'autour de cet article-là, il y a 10 articles sur d'autres problématiques liées à LinkedIn, moi, en tant qu'internaute, je me dis, tiens, là, je suis sur un site qui connaît le sujet, parce qu'il a traité ça à travers 50 articles. Google, il fait de la même chose. Il dit, voilà, il y a 50 articles qui parlent du même sujet sous différents aspects, donc, potentiellement, on a un pôle thématique. Maintenant, Google n'est capable de le faire que s'il a découvert tous ces articles-là, d'accord, et qu'il a lancé une analyse et que il tombe pas sur un site qui était pas là avant-hier. Pour l'aider à faire ça, il y a ce qu'on appelle le maillage interne. C'est-à-dire, typiquement, je suis dans un article, et au sein de l'article, je dis, d'ailleurs, rappelez-vous, dans tel article-là, si vous voulez en savoir davantage sur tel sujet, allez voir celui-là. Et oui, d'ailleurs, et tac, et voilà comment faire pour faire mon profil. Alors, je vais pas vous parler de comment faire un profil quand on est dans le commerce machin, parce que ça, on l'a déjà traité dans cet article, lien vers l'article. Maintenant, on va parler de quelque chose de plus spécifique, en lien avec notre sujet du jour, etc., etc. Et donc, en faisant ça, je vais créer, en fait, un maillage et aider Google à faire des regroupements thématiques d'articles. Les fameux cocons sémantiques dont on entend parler. Mais au-delà de ça, c'est vrai que tu as tout à fait raison avec le budget crawl, si on y revient. On avait discuté là-dessus. C'est vrai que moi, par exemple, sur mon site, j'ai énormément de pages. Et j'avais des pages, je me souviens, j'avais un site d'emploi qui s'appelait Job Marketing. Et j'avais en fait, tous les semaines avant, je publiais la bonne pratique marketing de la semaine avec des PowerPoint. Et c'était que des PowerPoint. Et les offres d'emploi, c'était que des offres d'emploi. Donc des articles très faibles qui faisaient plus de trafic. Donc j'ai regardé dans Analytics, j'ai regardé ces trucs-là, ça générait aucun trafic. Et j'ai donc supprimé genre, je sais pas, une centaine ou 200 pages qui n'avaient aucune valeur ajoutée, qui portaient des liens pour se concentrer sur les bons articles. C'est un peu dur de dire que ça n'a pas de valeur, parce que je pense que ça a de la valeur. Le problème, c'est qu'on en revient au tout début. L'aspect technique. Google n'est pas capable aujourd'hui d'analyser et de comprendre le contenu d'une page qui comprend 10 PowerPoint. 10 PowerPoint, c'est un pain béni. C'est un truc énorme en termes de valeur. Google, pour différentes raisons,
n'est pas capable ou ne veut pas l'interpréter. Donc, ça veut pas dire que les pages sont pourries, elles sont pas du tout pourries. Et si je mets 10 PowerPoint avec des trucs absolument géniaux, ça a énormément de valeur. Maintenant, Google, lui, il est pas capable de le comprendre. Donc, deux choses l'une, soit je me mets et c'est ce que fait SlideShare, hein, d'ailleurs, hein, quand tu vas sur un SlideShare. Ouais, ils ont derrière toute la transcription. Il y a toute la transcription. C'est pas par Donc, hasard. c'est pour ça que, généralement, quand je mets un truc sur SlideShare, je fais un petit résumé sur mon blog avant, parce qu'il va tout couper sinon, les textes. SlideShare va passer devant toi, mais, donc en fait, si tu veux, effectivement, si Google n'est pas capable de comprendre, il va pas le valoriser. Maintenant, ça c'est un exemple de valeur mal identifiée par Google, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Après, tu peux avoir effectivement pour des offres d'emploi, des contenus qui sont, Ah oui, mais juste pauvres. des liens. C'est juste un lien Non, vers mais c'est même l'annonce. pire que ça, c'est que quand bien même, déjà un lien vers l'annonce c'est très pauvre comme valeur ajoutée, c'est-à-dire que toi tu donnes pas beaucoup d'infos finalement, tu n'offres pas beaucoup d'infos supplémentaires, voire même pas du tout, mais en plus de ça, les offres elles se périment. Donc c'est doublement pas intéressant. Donc effectivement, il y a de vraies problématiques à se poser quand on a un contenu un peu ancien qu'on a commencé il y a un moment, de dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Ça fait toujours très mal au cœur de jeter des choses qu'on a faites. Maintenant, je dirais que dans certains cas, il faut quand même jeter, il faut pas hésiter à jeter. Mais c'est que tu me disais tout à l'heure, toi, comme tu as un réseau de sites et tu vends des liens et tu fais de la création d'articles en plus des prestations SEO, tu me disais que des fois ça t'arrivait de racheter des vieux sites et de soit reprendre les contenus, soit les cumuler, soit les dispatcher sur différents sites. Enfin, bref, il y avait pas de technique. Déjà, il faut être clair, c'est totalement illégal. Donc on n'a pas le droit d'aller... Bien sûr, si tu achètes un site avec le contenu, hein, bien sûr, je ne précise pas juste le nom de domaine. Okay. Il m'est arrivé d'acheter des sites avec leur contenu. En oui, tout cas, je réutilise le contenu, je le réinforme, etc. Si jamais on achète un nom de domaine sec qui est expiré, par exemple, qui en fait hébergeait à une époque des contenus et qu'on va les récupérer, il faut savoir qu'on respecte pas la propriété intellectuelle. Donc on prend des risques. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, chacun prend ses risques. Non, mais on parlait du bon cas de figure. Voilà, c'est bien un achat de site. Oui, d'accord. Par contre, quand on fait un achat de site, moi, ça m'est arrivé. J'ai acheté plusieurs sites en fait avec des contenus cette année. J'en rachète tous les ans. Et je continuerai à en racheter, donc si des gens ont des sites à vendre, ça m'intéresse, ça peut toujours m'intéresser. Surtout si on a un peu de trafic. Pas nécessairement. Moi, j'achète parfois des sites avec zéro trafic, mais avec un contenu que je trouve extrêmement qualitatif, mais qui, pour différentes raisons, souvent d'ordre technique ou de manque de notoriété, n'ont jamais été valorisés. J'ai acheté comme ça un site que j'ai acheté, je sais pas, 200 ou 300 euros, avec des articles que je trouvais beaux, quoi. Je me suis rendu compte après qu'en fait, il y avait une grosse partie de ces articles qui étaient des traductions littérales, qui avaient été faites avec des outils. Donc là, du coup, j'étais un peu déçu, mais parce que là, du coup, il n'y a pas vraiment de valeur. Mais il y a d'autres articles qui ont été vraiment écrits avec amour, que j'ai remis en forme, que j'ai retravaillé, etc. Et du coup, on est passé de pas grand-chose à, je sais pas, 10 000 pages vues par mois sur un site qui était mort. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'aspect technique, il était mauvais. Je l'ai remis au carré et derrière, je lui ai donné une nouvelle jeunesse. Donc c'est tout à fait possible. Mais pour en revenir aux histoires de contenu, ce qu'il faut, c'est que d'une part, le contenu apporte de la valeur, qu'il soit intégré à un espèce de groupe, comme on le disait tout à l'heure, un groupe de contenu, voilà, et qu'il ait du sens. Si on a un contenu qui est très court, qui a jamais eu de visite, ou qui n'en a pas, et qui apporte pas de valeur particulière, il vaut mieux le mettre de côté, donc le mettre en brouillon, voire à la poubelle, ou alors peut-être l'agréger. On peut avoir par exemple, je sais pas, 10 articles très courts. C'est ce que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et on va faire avec les 10 idées. 10 articles qui avaient très peu de trafic et j'ai cumulé ça en un gros article que j'ai remis à jour, que j'ai actualisé pour avoir un truc encore plus top. Voilà, donc on peut tout à fait recycler. Après, le recyclage prend du temps. Et il faut bien comprendre que le résultat est loin d'être assuré. Le recyclage, moi j'adore faire du recyclage, mais c'est souvent pas une méthode optimale. Donc si vraiment on tient à garder des choses et à les recycler, tant mieux, on le fait. Faut pas en espérer des miracles. Après, il vaut mieux dire voilà, je coupe les branches pourries de l'arbre, voilà, et quitte à écrire de nouveaux contenus ou à sous-traiter de nouveaux contenus. Moi je fais ça beaucoup parce que je dois gérer 200 sites, donc ce n'est pas possible matériellement d'alimenter 200 sites. C'est pas, humainement c'est pas possible. Donc ce que je fais, c'est que je vais sous-traiter, je vais passer des commandes de contenu avec des règles très strictes, ou des gens que je connais et dont j'ai vérifié le contenu. Voire dans certains cas, ce que je vais faire, c'est que je vais passer des commandes, tout en sachant que la qualité sera pas parfaite. Mais moi, je préfère passer un quart d'heure en fait à corriger un article qui est bon à 80%. qui est déjà bon,
que de passer 3 heures à l'écrire, voilà. Mais d'ailleurs, tu parlais de ta métaphore sur l'arbre est excellente, puisque dans tes meilleurs contenus, on parlait tout à l'heure de la loi de Pareto, hein, les 20% qui font 80% du trafic, il faut aussi soigner ces articles pillés, ces 10, 20, 30 articles qui font un max de trafic sur son site, et les actualiser régulièrement, mettre du contenu, remettre des... Même en fait, alors tu peux, toi, je sais que t'adores le principe des articles pillés, mais moi je suis même d'avis, dans certains cas, alors on peut normalement c'est pas autorisé, mais en tout cas de se débrouiller pour avoir des liens vers ces articles-là. Alors chacun a sa méthode, voire même écrire des articles connexes. C'est-à-dire que typiquement tu sais que tu as un article qui cartonne sur un sujet, bah, tu as peut-être une petite déclinaison du sujet. Alors tu pourrais très bien l'allonger avec un complément, tu vois, mais on va dire il peut être plus intéressant d'écrire un article spécialisé sur un sujet connexe qui va faire un lien vers cet ancien article, d'accord, et qui va montrer à Google que tu as une légitimité sur la thématique, répondre peut-être directement à une question précise d'un internaute, versus rajouter un 70e paragraphe à un article qui est déjà un peu long. Parce que typiquement, on se dit que c'est bien, plus un article long, mieux c'est, mais il faut se mettre à la place de l'internaute et de Google qui singe l'internaute. Tu mets un article qui te prend, tu m'as montré un de tes articles qui fait 68 minutes de lecture, qui est passionnant, mais il est trop long, quoi. Enfin, on va dire, un humain classique ne va pas passer 68 minutes à le lire en gardant son attention, c'est pas possible. Ou en tout cas, c'est rare. Donc du coup, peut-être que des articles trop longs méritent également d'être recoupés en bouts, tu vois. Donc allonger in fine indéfiniment, pourquoi pas, mais il faut bien comprendre un truc, c'est Google, c'est pareil qu'un humain. Si jamais votre article est trop long, il se dit que bah, soit c'est l'état de l'art dans le sujet, et auquel cas, bah, effectivement, tu vas être le winner, soit il se dit, bon, bah là, tu pars dans tous les sens, et tu réponds pas vraiment, on sait même plus à tu réponds à trop de questions, en fait. Donc, du coup, il sait pas trop sur quoi te prioriser. Donc, faire attention à la création. Alors, si on peut juste finir, parce que là, on est déjà à quasiment 30 minutes de conversation, donc on va dire qu'il y a deux cas de figure. Soit on est dans un univers qui est peu concurrentiel, ou soit on est dans un univers vraiment très concurrentiel. Là, on va prendre un exemple simple disons un garage, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. C'est pas un exemple c'est un exemple réel de la vie de tous les jours. Imaginons que ça soit un garage qui veut améliorer sa visibilité sur une thématique X. Donc vu qu'on en parlait tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un cas théorique, hein. Il s'agit d'un cas très pratique d'un de mes récents clients qui me demandait, ben voilà, je viens de lancer un nouveau garage physique, je voudrais être visible sur Google, etc. Avoir des prospects, des clients qui viennent par internet dans mon magasin physique pour m'acheter des produits, des réparations, des choses comme ça. Donc je lui ai dit voilà, bon, on peut faire énormément de choses différentes en termes à tous les niveaux, hein, que ce soit la refonte du site, son ergonomie, le positionnement, le référencement, le contenu, la ligne éditoriale, la gestion des réseaux sociaux. Enfin, il y a vraiment tous les volets que tu peux connaître. Parce que bon, on parle souvent ensemble de SEO, mais il y a vraiment plein d'autres choses. Et moi, je fais pas que ça. Le SEO, c'est peut-être, je sais pas, 15% de mon travail, quoi. Mais donc il y a tout un tas de volets. Et on lui dit voilà, bon, on peut travailler, je peux travailler 10 ans pour toi, c'est pas un problème. Maintenant, toi, t'as pas le budget pour 10 ans, puis ça va pas t'intéresser. Donc je dis voilà, on peut faire les choses de façon très pragmatique. Qui sont tes concurrents directs qui te font de l'ombre et devant lesquels tu veux passer. Donc on a regardé, on avait 5-6. Pas beaucoup, parce que lui, c'est un garage forcément dans une zone de chalandise, donc il n'a pas 10 000 concurrents physiques. Donc voilà, bon, on va regarder maintenant, c'est une forme d'audit concurrentiel, on va regarder un petit peu la qualité de leur contenu, leur nombre de pages, d'articles, etc., aussi de produits référencés, leur nombre de liens, ce qu'ils ont pu faire comme travaux de référencement, comme achat publicitaire, etc., etc. Et donc on s'est rendu compte je me suis rendu compte au bout d'une heure ou 2 heures d'audit que finalement ces concurrents étaient pas très actifs, ils n'avaient pas fait grand chose. Il y avait des raisons pour lesquelles ils étaient devant lui, mais on n'était pas en face de Amazon ou d'un très gros site. Donc il n'y avait pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Ouais, c'était pas utile de sortir l'artillerie lourde. Et tu as fait en fait des actions relativement simples. Alors dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait? Je crois que tu parlais de mettre le site au carré d'abord. La première chose que je dis, voilà, un truc qu'il faut faire, je reviens toujours à mes 3 piliers. Hein. Je dis voilà, donc déjà, il faut que Google soit capable de comprendre ce qui se passe sur ton site, donc la technique.
il va falloir qu'on remette en place, enfin qu'on fasse une analyse du template et qu'on vérifie qu'il est bien conforme à tout ce qu'il faut, les règles de base, c'est-à-dire en fait la structure des HN, la structure des pages, les pages. Oui, il avait par exemple, tu m'avais dit, il avait un widget où il y avait du H1 ou H2 qui était dedans, et ça c'est la petite erreur. Il y avait plein de trucs de ce type-là, c'est-à-dire que typiquement les HN, ce qu'on appelle les HN, H1, H2, les H3, titres. Enfin ça peut aller jusqu'à H, je sais pas combien, H8, je sais pas combien. Bon, en fait, dans les faits, au-delà de 3, je crois que ça sert plus à grand-chose. Donc c'est les sous-titres, hein. Sous-titre 1, sous-titre 2, sous-titre 3, un peu comme sous Word, permettent en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, à Google de comprendre un peu le plan d'une page qu'il est en train de visiter. On va dire le widget sur le côté avec les meilleurs articles de la semaine, c'est une information très intéressante, mais ça n'appartient pas réellement au contenu qu'on est en train de lire. Donc du coup, le mettre en sous-titre va plus brouiller les pistes qu'autre chose. Et en plus de ça, c'est toujours le même sous-titre qui va apparaître. Donc les articles de la semaine qui apparaissent comme étant le point final de tous les articles. Google il arrive, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Donc après il y a des outils et des façons de le faire. Typiquement en HTML5 on peut déterminer ça c'est la sidebar, ça c'est l'article. Donc ça c'est un exemple de choses qu'on a mis en place directement quoi. Donc c'est le balisage HTML5. Remettre au carré justement la hiérarchie des sous-titres. Ouais, puis après, t'as travaillé toute la partie contenu. Etc. Voilà. Donc, il y a eu, ça, c'était le premier aspect, ça a pris quand même une demi-journée, hein. C'était pas aussi rapide que ça. Après, il a fallu qu'on travaille les contenus, qu'on les organise, donc, les menus, la hiérarchie des contenus, les pages, les sous-pages, les catégories, etc. Une fois qu'on a eu la structure, le cadre, qui était, on va dire optimal pour que Google commence à comprendre de quoi ça parle, comment c'est organisé, etc. Après, on a attaqué le contenu. Donc, en fait, on a créé, d'une part, une partie blog, d'accord. Et d'autre part, on a surtout commencé à rédiger des articles sur les requêtes des plus vues. Pas forcément là-dessus, parce que lui, c'est un site de vente. Donc en fait, on a commencé à parler de ses produits. Donc son produit fait des vidanges, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Donc là, on a commencé par travailler ces contenus-là qui correspondraient à ce qu'on appelle des landing pages. Une fois qu'on a fait ça, à la limite, on peut s'arrêter là. Parce que c'est le cœur de son activité. Maintenant, la partie blog, qui est souvent mal utilisée et mal comprise, la partie blog, en fait, il y a plein de façons de l'utiliser, mais c'est plus, je dirais, un support à la stratégie globale. C'est pas le cœur de l'activité. On va dire n'importe quel blogueur qui gagne sa vie, en général, c'est pas en rédigeant des articles. Ah non, il faut qu'il ait landing page vers ses prestations. C'est quelque part, ils vendent quelque chose. Ou ses vidéos et tout ça. Alors après, il y a les cas de figure un peu à la marge comme le mien, où finalement, moi, je vends cette prestation le réseau. On va dire d'écrire, mais bon, on va dire c'est quand même un truc très particulier. En moyenne, en règle générale, c'est pas ça le principe. C'est-à-dire que les articles de blog sont là pour montrer qu'il y a une vie autour du site et rappeler à Google, n'oublie pas d'aller voir sur ma landing page machin, il y a une info là. N'oublie pas d'aller voir sur mon produit truc-muche, il répond à tel besoin, etc. Donc c'est un peu ça, c'est une sorte de petit contenu parallèle qui pourrait ne pas être sur le même site, hein, et qui permet de dire à Google, n'oublie pas d'aller voir telle page, c'est important. C'est ça qui est la référence. Je lui envoie des liens. Ouais. Tu vois, je lui envoie des liens. Donc je lui envoie de la notoriété interne, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, tu passes du magasin au magasin B, Google il sait même pas ça. Donc enfin, il le sait pas, il le prend pas en compte de façon si forte que ça. Donc tant que je fais des liens internes nouveaux, frais vers mes contenus phares, donc mes landing pages, je vais faire des petits push vers la landing page. Je vais obliger le robot Google à se dire tiens, non, c'est même pas ça, on revient de Croc Budget. Il va avoir un nouvel article de blog, il le lit, et puis dans le nouvel article de blog, au plein milieu, il y a un lien vers ma landing page. Donc le robot, il est obligé de repartir vers la landing page. Donc je l'ai obligé à aller revoir ma landing page. Et en plus de ça, si j'ai fait le boulot qu'il faut et que ma landing page je l'ai un petit peu modifié, un peu complété, alors là c'est le jackpot. Ouais, et puis en plus la logique c'est ça. Donc typiquement, alors pour en revenir excuse-moi, je termine. Pour revenir à ce que j'ai fait, donc on a travaillé les landing pages, le contenu. Une fois qu'on a fait ça, on a créé une partie blog. Et alors il y a toute la partie analyse de contenu, qu'est-ce qu'on va mettre, les requêtes, patati patata. Et donc on a créé, je sais pas, une quinzaine d'articles ou une vingtaine d'articles. Alors pour le coup que j'ai commandé en fait à des rédacteurs, hein, j'ai pas tout écrit. Donc ça c'était la première phase et on avait quelque part un site qui était bon pour démarrer. Et donc la phase d'après c'est de dire bon bah voilà, on a publié des contenus, on va dire satellites quelque part. Hein, le blog c'est ça, donc qui pousse mes landing pages qui sont elles-mêmes avec du contenu sur mon site. Maintenant, on va faire la même chose avec de la notoriété externe. Et donc, je lui ai vendu
des articles sur des sites A, B, C, D de mon propre réseau, qui répondaient à des questions, qui étaient... bon, enfin, je vais pas aborder tous les aspects, parce qu'il y a en tout cas, t'as sémantique, redonné du jus, entre mais guillemets. il n'y en avait pas, donc je lui ai donné la notoriété, et donc avec un budget pas très élevé, hein, quelques centaines d'euros. Ouais, c'est ça, moins de 1000 euros. Pour moins de 1000 euros, en fait, avec tout ce... Enfin, je parle des articles, hein, je parle pas de la partie oui, c'est juste décollage, mais pour moins de 1000 euros de contenu additionnel, donc quelque chose qui est tout à fait abordable pour une société, il est passé devant absolument tous ses concurrents. Et il montrait, bon, alors on n'est pas sur 3 millions de requêtes, hein, mais sur toutes ces requêtes-là, il était premier, très rapidement, et avec un nombre de mots-clés sur lesquels il remontait, qui est passé de 3 à, je sais pas, 850 en quelques semaines. Donc un résultat très intéressant. C'est parce qu'il y a eu un accompagnement important de ta part, et c'était pas juste une après-midi, c'était un travail sur la durée. Oui, on est d'accord. Après, moi, j'ai l'habitude de faire ça. C'est juste pour préciser, pour qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas Fabien qui donne un coup de baguette magique à l'ordinateur, et tout d'un coup, le trafic arrive, il dompte Google. J'aimerais bien, mais en fait, voilà. Donc, c'est juste que ça, c'est, je dirais, un truc fait de façon, je dirais, assez simple. Maintenant, si on est en face d'une concurrence importante, on peut pas se contenter de faire quelque chose d'aussi basique. Oui. C'est pas d'aussi basique, c'est-à-dire que ça va être toujours la même démarche, mais il faut le faire de façon plus intelligente, plus globale, avec quelque chose dans la durée, avec, on va dire d'autres, je sais pas des artifices, mais d'autres techniques. Et le budget, bah là pour le coup, forcément ça peut, voilà, on va dire, il y a beaucoup de, on va dire les grands e-commerçants. Je connais pas leur budget évidemment un par un, mais n'hésite pas à mettre, je parle juste pour la partie référencement, hein, mais à mettre 3, 4, 5, 6 000 balles par mois dans ces trucs-là. Après, ils vont aussi mettre de l'argent dans la publicité, bon, etc. Donc, parce que tout ça leur permet d'avoir une activité qui fonctionne. Hein. Bon, alors ça, on se réservera peut-être sur une autre vidéo sur les univers concurrentiels. Mais en tout cas, Fabien, merci pour cette interview. Alors, si on veut savoir plus sur toi, on va sur quel site internet ? Alors, donc j'ai 200 sites, donc ça fait beaucoup, mais vous pouvez me joindre sur mon site d'agence qui s'appelle PX Agency, donc pxagency.fr, donc sur lequel je partage quand j'en ai le temps de la veille et des infos. Alors, je n'ai pas encore, donc tu vois, comme quoi les coordonnées sont les moins chaussées. Ouais, elles sont les plus mal chaussées. Ça fait des années que je me dis, il faudrait que je mette en place des pages avec mes prestations, mes fameuses landing pages, en disant ce que je fais, etc. Des cas clients, des témoignages. Et oui, voilà, surtout que j'en ai plein. Oui, d'ailleurs, il faudrait que je te fasse une vidéo. Ouais, et j'ai également, en fait, ma prestation de vente de contenu sur mes 200 sites. Alors évidemment, je peux pas les mettre de façon ouverte, parce que ça poserait des problèmes, mais que je pourrais mettre en avant là-bas, et je ne l'ai pas fait. Mais on peut déjà me contacter par ce biais-là. Et après, je me demande je crois qu'il y a quand même un formulaire de devis quand même quelque part qui doit être caché si j'ai pas trop mal fait mon boulot. Et voilà, donc je suis ravi d'accompagner des gens. Donc comme on l'expliquait tout à l'heure, évidemment les budgets peuvent très vite monter, mais on peut déjà faire des choses pour 1000 euros, hein, voire même un mini audit déjà pour voir. Même pour moins que ça en fait. Ouais. Donc j'ai beaucoup de clients pour lesquels je vais travailler une demi-journée, une journée, et ce qui permet déjà d'avoir des résultats significatifs. Oui, déjà de savoir quelle est sa situation. C'est ce qu'on a fait cet après-midi, tu vois. Donc on a bossé sur ton site pour l'optimisation du nouveau thème. Faire une refonte avec un nouveau thème. Bon, là, il n'y avait pas de facturation, mais on va dire en une demi-journée, on a quand même abattu beaucoup de boulot, résolu pas mal de problèmes. Sur l'aspect design, on a fait un gros progrès. C'est pas un aspect qui va te permettre de gagner plein d'argent en plus. Mais c'est juste pour dire qu'on a des résultats en une demi-journée. Ouais. Bon, merci Fabien, et puis à bientôt. Merci à toi, salut.